Salut à tous! Dans cette vidéo, vous allez voir une manipulation réelle avec moi. Alors, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous allons donc reprendre la partie cryptographie dans son aspect pratique. Alors, quels sont les systèmes de communication et les applications qui utilisent la cryptographie dans les différents objectifs. Avant de nous lancer dans l'étude des protocoles sécurisés, nous avons donc déjà commencé par vous expliquer, je vais vous expliquer la topologie sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Donc voilà, je suis sur ma machine avec l'adresse MAC de ma carte réseau sans fil connectée au modem Wi-Fi qui a donc son adresse MAC et qui est connecté à Internet à travers donc un réseau d'Algérie Télécom, à travers un fournisseur d'accès Internet. Nous allons nous intéresser dans un premier temps donc à l'aspect local, c'est-à-dire à la maison, entre les ordinateurs de la maison et le modem. Donc voilà, donc nous avons le modem sans fil avec l'adresse 192.168.1.1 et il y a des différents ordinateurs dans le réseau local. Moi, ma machine, elle est là. J'ai une machine réelle qui a l'adresse donc Windows avec l'adresse 192.168.1.13 et une machine virtuelle Linux avec l'adresse 192.168.1.14. Voilà, donc il y a la machine Linux avec son adresse 192.168.1.14 et ma machine Windows avec donc l'adresse adresse de communication sans fil 192.168.1.13. Donc nous allons utiliser un client Windows et un serveur Linux. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne la topologie du réseau de ce que nous allons faire sur lesquels nous allons faire nos simulations d'applications sécurisées. Donc, nous allons commencer par les communications sécurisées. Le premier protocole que nous allons étudier, c'est le protocole SSH, qui est un protocole d'administration à distance. Alors, des fois, vous avez des machines à distance, vers lesquelles vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Par exemple, vous hébergez des sites internet sur des serveurs qui sont en France. Donc, pour éviter d'y aller à chaque fois, de perdre de l'argent dans le transport, l'hébergement, restauration, etc. Donc vous administrez ces serveurs à distance. Donc vous installez vos sites web, vous supprimez, vous modifiez, vous faites des migrations et ainsi de suite. Donc le protocole SSH est très intéressant dans ce sens. Donc avant SSH, j'avais plusieurs protocoles de communication qui ne sont pas sécurisés. Comme Telnet, comme Airlogin, etc. Donc c'est des protocoles de communication dans lesquels les communications, les mots de passe circulent en clair. L'authentification était très faible, qu'elle était basée uniquement sur les adresses IP. C'est-à-dire que vous avez la bonne adresse IP, donc vous avez le droit d'accéder au service. Bon, les commandes et les transferts étaient non sécurisés. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui le protocole SSH qui permet donc d'administrer en sécurité, avec un certain niveau de sécurité, d'administrer des machines ou des serveurs à distance. Donc, avant de vous expliquer théoriquement comment fonctionne le protocole, nous allons faire une petite simulation. D'abord, voir la faiblesse de Telnet, et puis nous allons passer à l'importance du protocole SSH. Donc, nous avons la machine Linux avec 192.168.14 et nous avons donc la machine Windows avec l'adresse 192.168.1.13. On va commencer par lancer les deux serveurs. Donc nous avons déjà les serveurs qui sont déjà lancés sur la machine Linux sont donc le SSH avec son port 22. Je vais essayer de rajouter, de lancer le protocole Telnet. Comme ça, on va tester les deux systèmes et vous allez voir que les deux que les deux systèmes de communication sont différents. L'un est sécurisé, l'autre n'est pas sécurisé. Voilà. Nous avons donc les deux systèmes qui sont activés. Donc j'ai un serveur SSH et un serveur Telnet. Donc je vais essayer à partir de ma machine Windows, je vais essayer d'administrer à distance la machine Linux avec Telnet d'abord, puis avec SSH. Je vais utiliser un outil Windows qu'on appelle PuTTY sur lequel je vais mettre l'adresse IP de Linux et dire avec quel protocole je veux administrer la machine Linux. Mais entre-temps, entre les deux, c'est-à-dire entre Windows et Linux, je vais installer un capteur de paquets Wireshark et Trial ou TCP Dump
et je vais surveiller les échanges entre Linux et Windows. Voilà, donc je vais essayer de le mettre entre les deux, comme ça on arrive à visualiser ce qui se passe des deux côtés. Voilà. Donc nous avons donc Windows, nous avons Linux et nous avons le policier qui va surveiller ce qui va se passer entre les deux. Nous allons configurer le simulateur ou le capteur de paquets pour qu'il récupère uniquement les échanges entre ma machine de Windows et la machine Linux. Donc je vais mettre host et je mets l'adresse IP de Linux 168.1.14. Je lance la simulation et je demande tout d'abord de surveiller le telnet. Voilà. Telnet. Voilà. Voilà. On va donc préparer l'interface pour ça. Donc je vais cocher telnet et mettre l'adresse IP de Linux. 192.168.1.14. Là, je vais demander d'administrer Linux à distance à travers le protocole telnet. Il va me demander d'abord le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Je vais taper l'utilisateur et le mot de passe. Voilà, entrée. Et je suis sous Linux. Je peux lancer les commandes que je veux. Maintenant, on revient au simulateur. On va voir qu'est-ce qu'il a capturé. C'est-à-dire qu'il se peut que vous avez, si vous vous connectez à travers un modem sans fil, et que vous avez quelqu'un qui est dans le même réseau local que vous, qui installe ce capteur de paquet, va essayer de récupérer le mot de passe que j'avais tapé. Donc on surveille, donc telnet. Au début, il y a une négociation, c'est-à-dire avant de taper le mot de passe utilisateur, il y avait une négociation. Ça commence, et ça continue. À un certain moment, les données vont commencer à être affichées. Voilà, and donc, là, je descends. Vous avez donc les détails par la suite. On va revoir dès le début. Il y avait donc une négociation de contenu. Là, on descend, on surveille le détail du paquet. Option data. Là, voilà, et là, vous avez login. C'est à ce moment-là où Linux demande à Windows le nom d'utilisateur. Donc voilà, le 14 demande, qui est Linux, demande au 13 qui est Windows de se loguer. On descend, donc vous avez le A. Rappelez-vous, donc utilisateur, j'avais tapé Emin. Donc vous avez le A, l'accusé de réception du A, le M, l'accusé de réception du M, le I, l'accusé de réception du I, le N, l'accusé de réception du N, le E et l'accusé de réception du E. Après, donc, entrée, RN, et là, le mot de passe commence. Password, et là, ça commence avec un A, donc voici le A. Même le mot de passe, il circule en clair. Là, c'est pour vous montrer que toutes les commandes que vous effectuez à travers d'un client à un serveur, surtout quand il s'agit d'administration à distance, si vous utilisez Telnet, donc les échanges seront capturés et seront même visualisés, donc il n'y a pas de confidentialité dans les échanges. Donc ça, c'est concernant le protocole Telnet. Maintenant, nous allons donc changer de protocole. Je vais fermer la session et je vais demander à mon capteur de paquet de surveiller le SSH. Toujours, je lance mon programme d'administration à distance Windows. Et maintenant, je coche SSH et je tape Linux. L'adresse IP de Linux, 192.168.1.14. Toujours, donc il va me demander le login et le mot de passe. Et là, déjà, vous avez le SSH qui commence à apparaître. Donc, je tape. Là, je suis à l'aise. Je peux mettre le nom d'utilisateur que je veux et le mot de passe que je veux. Là, donc, vous avez au début protocole SSH. À l'intérieur, vous avez les détails d'échange de clés que je vais vous expliquer tout à l'heure. Le serveur, il va vous envoyer une clé que le client va utiliser pour etc. Mais pour l'instant, vous regardez ici qu'il y a déjà encryption, il y a un système de cryptage des paquets, et que quand on descend, vous avez donc une négociation sur la taille des clés, key exchange,
la taille de la clé, le type de la clé, et ainsi de suite. Donc, c'est une phase de négociation de clé. Donc, il lui envoie une clé publique Diffie-Hellman et ainsi de suite. Et puis, voilà, toujours la phase d'échange de clés que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et là, dès que je commence à lancer les commandes, donc ls et ainsi de suite, donc vous avez encrypted packet. Voilà, donc vous avez des paquets encryptés représentés en hexadécimal, mais en binaire, c'est des paquets qui sont cryptés. Donc, même si vous avez un espion entre les deux, s'il n'a pas les clés nécessaires, il ne pourra jamais donc comprendre l'échange qui se fait entre Windows et Linux, surtout quand il s'agit d'administration à distance. C'est-à-dire que là, à distance, je peux faire ce que je veux. Je reprends toujours Linux. Voilà, au bureau, par exemple, je peux aller au bureau, CD, root, desktop. Voilà. Je peux lancer, créer un dossier, par exemple. Là, mkdir, je vais test sécurité. Je clique entrée, il va se créer de ce côté-là. Voilà, entrée. Voilà, vous avez test sécurité. C'est de l'administration à distance. Il faut vraiment que ça soit très sécurisé. Sinon, vous avez il y a certains répertoires qui contiennent des informations confidentielles. Si jamais j'arrive à y accéder, que c'est un serveur dans lequel vous hébergez des sites internet de clients, de vos clients, ce sera très dangereux qu'un pirate puisse récupérer les mots de passe par telnet ou par même des failles de protocole SSH dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est très dangereux donc d'avoir accès à ce type d'informations. Donc je vais supprimer le répertoire, ce qui ne sert à rien. Voilà, je le supprime et les supprimer. Voilà, donc c'est un peu pour vous montrer la différence entre le protocole SSH et le protocole Telnet. Voilà, donc ça c'est les faiblesses du protocole Telnet. C'est pour ça quand on parle du SSH. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai cliqué sur la première fois sur PuTTY? Donc le serveur, le client il se connecte au serveur. Le serveur lui envoie une clé publique, c'est-à-dire une clé asymétrique. Le client il va générer une clé symétrique, secrète, qui va chiffrer avec la clé publique du serveur. Là, c'est la cryptographie hybride. Le serveur, il déchiffre avec sa clé privée. Là, il déchiffre, il trouve la clé symétrique. Quand le serveur trouve la clé symétrique, pour prouver au client qu'il est le bon serveur, il va générer un message standard qu'il va chiffrer avec cette clé symétrique. Si le client arrive à retrouver le message standard, donc il est sûr qu'il parle avec le vrai serveur. Donc une fois que vous avez une clé partagée entre le client SSH et le serveur SSH, donc tous les échanges seront chiffrés avec cette clé de chiffrement. Donc ça, c'est le fonctionnement du protocole SSH. Bien qu'il est très efficace parce que il évite à un pirate de comprendre les échanges parce qu'ils seront chiffrés avec un système asymétrique, hybride, pardon, mais il y a toujours des failles de sécurité du protocole SSH, qui est ce qu'on appelle le man in the middle. Ça, c'était un problème très difficile et très dangereux qu'on retrouve pratiquement dans tous les protocoles de communication comme étant des faiblesses. Imaginez, vous avez un client SSH, un serveur SSH, et qu'il y a quelqu'un qui est entre les deux sans que les deux ne puissent s'en apercevoir. Le client, quand il se connecte au serveur, donc cette demande de connexion passe par le pirate. Le pirate aussi va se connecter au serveur. Le serveur lui envoie sa clé publique. Le pirate, il va remplacer la clé publique du serveur par sa propre clé publique qu'il va vous envoyer. Le client, il va générer une clé secrète symétrique qu'il va chiffrer avec la clé publique du pirate, pensant que c'est celle du serveur. Donc, il chiffre avec la clé publique du pirate. Le pirate peut la déchiffrer et récupérer cette clé symétrique. Pour passer inaperçu, il va encore chiffrer cette clé symétrique avec la clé publique du serveur. Le serveur, donc, il va déchiffrer avec sa clé privée, il va trouver une clé secrète. Pour prouver au client qu'il est le bon serveur, il va prendre le message standard et le chiffrer avec cette clé secrète. Le pirate, il peut le voir le contenu, le rechiffrer avec cette clé symétrique. Encore une fois, et le donner au client. Donc le client, il pense qu'il communique avec directement le serveur et le serveur pense qu'il communique directement avec le client, alors qu'il passe par un élément très dangereux, inaperçu, qu'on appelle le man in the middle. Ce pirate, il peut partager une clé secrète différente des deux côtés, c'est-à-dire une clé secrète avec le serveur et une clé secrète avec le client, comme il peut réutiliser la même clé symétrique
parce que c'est une clé qui va utiliser pour déchiffrer tous les échanges entre le client SSH et le serveur SSH. C'est très très dangereux. Là déjà, imaginez déjà l'absence d'une autorité de certification donc permet de générer ce type de problème. Voilà, donc ça c'est la présentation d'un exemple d'un protocole de communication qui utilise la cryptographie, son intérêt, ses avantages et ses inconvénients. Les différentes clés du serveur SSH sont stockées dans un dossier qui se trouve donc dans le répertoire ETC SSH. Vous avez donc les différentes clés de chiffrement. Voilà. Donc ça c'est la clé publique. On veut afficher le contenu de la clé publique. Donc voilà, 4 SSH host. On va mettre celle-ci par exemple. Voilà, key.public. Voilà, donc ça c'est la clé publique. Ou la clé publique donc d'un système de chiffrement différent. Comme on peut voir, donc la clé publique RSA, puisque c'est le système RSA, on l'avait étudié déjà. Donc SSH, alors host RSA. Donc public ou privé, hein, donc on peut même voir la clé privée, hein, elle est là. SSH host RSA key, donc public. Voilà, donc ça c'est la clé publique RSA qui utilise le serveur SSH, comme on peut voir la clé privée qui est stockée ici. Voilà, donc ça c'est la clé privée correspondante. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, il est très dangereux d'administrer à distance des machines sans qu'il y ait un système de chiffrement, parce que si jamais le pirate arrive à accéder à ces endroits-là, donc il a la possibilité de récupérer donc différents protocoles de différentes clés de différents protocoles de communication, celle du SSH, celle du SSL et ainsi de suite. Voilà, donc c'était un petit complément d'information. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage.